Avant de commencer cette histoire incroyable, je vous invite à vous abonner à la chaîne et à laisser un commentaire ci-dessous. Il écrit « La Jamaïque est plus qu'une île, c'est une histoire de force ». En faisant cela, vous aiderez davantage de personnes à découvrir cette vidéo et à en apprendre davantage sur cette histoire. Et laissez-vous inspirer par la puissance d'un peuple qui n'a jamais abandonné. Donnons ensemble la parole à ceux qui ont résisté en silence. Avant de commencer cette histoire incroyable, je vous invite à vous abonner à la chaîne et à laisser un commentaire ci-dessous. Il écrit « La Jamaïque est plus qu'une île, c'est une histoire de force ». En faisant cela, vous aiderez davantage de personnes à découvrir cette vidéo et à en apprendre davantage sur cette histoire. Et laissez-vous inspirer par la puissance d'un peuple qui n'a jamais abandonné. Donnons ensemble la parole à ceux qui ont résisté en silence. 1. Avant les Européens, l'île des Taïnos. Avant que la Jamaïque ne soit connue pour son reggae, Bob Marley ou ses plages idylliques, avant même que le nom Jamaïque n'existe, cette île grouillait déjà de vie. C'est vers l'an 600 après JC qu'un peuple pacifique et travailleur arriva d'Amérique du Sud, naviguant sur des pirogues en bois, les Taïnos. Ni guerriers ni conquérants, ils étaient agriculteurs, pêcheurs, artistes et gardiens de la nature. Ils considéraient la terre non comme une ressource, mais comme une mer. C'est pourquoi, lorsqu'ils posèrent le pied sur cette île recouverte de jungle, de rivières cristallines et de douces montagnes, ils lui donnèrent un nom empreint de respect et de poésie, Xaymaka, qui signifie « terre de bois et d'eau ». Les Taïnos vivaient dans des huttes appelées boyos, faites de palmiers et de boue, organisées en communautés dirigées par un chef appelé cacique. Leur quotidien était simple. Ils cultivaient du manioc, du maïs et des patates douces, pêchaient avec des filets artisanaux et tissaient des hamacs pour se reposer à la belle étoile. Ils croyaient aux esprits de la nature, les émis, et leurs rituels étaient imprégnés de musique, de danse et d'un lien profond avec le sacré. Mais ce n'était pas un peuple sans structure. Ils avaient des lois, des hiérarchies, une histoire. Et surtout, ils vivaient en paix. Pendant des siècles, ils ont vécu ainsi, en harmonie avec la terre, sans jamais imaginer qu'un jour, très loin, d'un continent inconnu, des hommes arriveraient avec des armes, des drapeaux et une ambition sans limite. Des hommes qui changeraient leur monde à jamais. Et ainsi commence notre histoire. Car ce qui allait suivre ne serait ni juste ni paisible, mais une véritable tempête. 2. 1494. Arrivée de Christophe Colomb. C'était en 1494. Le ciel était clair et la mer calme lorsque 3 navires étrangers s'approchèrent lentement des côtes de Xaymaka. Ce n'étaient ni des canoës, ni des pirogues taïnos. C'étaient des caravelles espagnoles, grandes, lourdes, armées, avec des voiles qui fendaient le vent et des hommes vêtus de métal et de croix. À la tête de cette expédition se trouvait un homme qui allait changer l'histoire du continent, Christophe Colomb. C'était son 2e voyage vers le Nouveau Monde. Et bien qu'il ait déjà mis le pied sur d'autres îles comme Hispaniola et Cuba, ce qu'il découvrit en Jamaïque était différent. Colomb fut émerveillé par la luxuriance de cette terre. Arbres feuillus, montagnes verdoyantes, rivières chantantes, oiseaux aux 1000 couleurs et un climat qui semblait béni des dieux. « Cette île est un joyau caché », écrivit l'un de ses compagnons. Mais ce qui retint le plus leur attention, ce ne fut pas le paysage, mais les gens. Les Taïnos, amicaux et hospitaliers, s'approchèrent d'eux sans crainte, leur offrant des fruits, de l'eau fraîche et du poisson. Ils ne comprenaient pas qui étaient ces hommes blancs, à la longue barbe et au regard inquiet. Mais ils ignoraient aussi qu'ils ouvraient la porte à un nouveau chapitre et à une tragédie. Colomb n'est pas venu par simple curiosité. Il est venu au nom des rois catholiques d'Espagne, en quête de richesse, de territoire et de pouvoir. La Jamaïque, bien que petite, avait une valeur stratégique. Elle était fertile, bien située et surtout, pour les Européens, sans défense. Dès ses premiers contacts, Colomb fit clairement comprendre que cette terre ne serait plus taïno. Il planta une croix,
pria en latin et la revendiquait au nom de l'Espagne. Dès lors, la Jamaïque allait faire partie du gigantesque empire espagnol qui commençait à s'élever en Amérique. Petit à petit, de nouveaux colons arrivèrent, de nouveaux navires, de nouvelles armes. Des forts furent construits, des lois européennes furent imposées, et un processus de transformation profonde, violente et irréversible commença. Ce qui était une conquête pour les Espagnols était, pour les Taínos, le début de la dépossession, de l'oppression et finalement de l'extermination. L'arrivée de colons ne fut pas une rencontre de culture, ce fut un choc. Un tremblement de terre qui brisa une civilisation pacifique et construisit à sa place un système d'ambition, d'esclavage et de domination. Ainsi, au fil des ans, la voix des Taínos s'est estompée, jusqu'à presque disparaître. Mais dans ses racines, dans le nom même de la Jamaïque, résonne encore l'écho de ce peuple autochtone qui accueillit autrefois à bras ouverts celui qui viendrait tout revendiquer. 3. Domination espagnole et extermination des indigènes. Après l'arrivée de Christophe Colomb en 1494, le drapeau de Castille flotta sur la Jamaïque. L'ère de la domination espagnole commença et avec elle, le début de la fin pour les Taínos. Durant les premières années, les conquistadors espagnols s'installèrent lentement. Ils construisirent de petites forteresses et commencèrent à explorer l'intérieur de l'île. Mais ils n'étaient pas venus avec l'intention de coexister. Ils arrivèrent avec le poids de l'Empire, de la croix et une ambition débordante. Les Taínos, habitués à vivre en paix, furent contraints de travailler pour les colons. Nombre d'entre eux furent réduits en esclavage sous un système brutal appelé l'encomienda, où ils étaient contraints d'extraire de l'or, de cultiver la terre pour les Espagnols et de servir dans des conditions inhumaines. Mais la Jamaïque n'était pas riche en or. Son véritable trésor résidait dans ses terres fertiles et sa main-d'œuvre. Face à la pénurie de métaux précieux, les Espagnols se concentrèrent sur l'agriculture et l'utilisation intensive des Taínos comme main-d'œuvre. Et ici commença une tragédie silencieuse mais imparable. Les Taínos n'étaient pas préparés à la violence, ni aux maladies apportées par les Européens, comme la variole, la rougeole et la grippe. En quelques décennies, épidémies, maltraitances, famines et suicides collectifs décimèrent la population taïno. Des quelques 60 000 Taïnos qui habitaient la Jamaïque à l'époque de Colomb, seules quelques centaines survécurent un siècle plus tard. Nombre d'entre eux furent tués, d'autres moururent d'épuisement, et certains choisirent même de se suicider plutôt que de vivre comme esclaves. Les histoires de femmes taïnos contraintes de servir les soldats, d'enfants séparés de leurs familles et de chefs exécutés pour avoir résisté sont des blessures ouvertes qui palpitent encore dans la mémoire de cette terre. La colonisation ne fut pas seulement un changement de gouvernement, ce fut une imposition culturelle, spirituelle et physique. La langue taïno fut remplacée par l'espagnol. Leurs dieux furent supplantés par le catholicisme. Leurs coutumes furent ridiculisées ou interdites. Ainsi, en une seule génération, un peuple entier fut rayé de la carte. Seuls subsistèrent des ruines, des noms fragmentés et le souvenir d'une civilisation qui aimait sa terre et fut dévorée par ceux qui en prirent possession. Mais les Espagnols ne s'arrêtèrent pas là. La disparition des Taïnos fit naître un nouveau besoin, la main-d'œuvre. Et ce besoin allait marquer le prochain chapitre de l'histoire jamaïcaine. Un chapitre qui allait faire traverser l'Atlantique à des millions d'Africains. 4. 1655. Début de la domination britannique. Après plus de 150 ans de domination espagnole, l'île de la Jamaïque était affaiblie. La population taïno avait été pratiquement exterminée et l'économie n'était pas aussi lucrative qu'escomptée. Les forteresses étaient rares, les soldats rares, et la couronne espagnole commençait à se désintéresser de ce joyau des Caraïbes. C'est alors, au milieu de cette négligence impériale, qu'une autre puissance émergente du XVIIe siècle jeta son dévolu sur l'île, l'Angleterre. En 1665, une flotte anglaise commandée par l'amiral William Penn et le général Robert Venables lança un objectif ambitieux: conquérir l'île d'Hispaniola.
Aujourd'hui, Haïti est la République dominicaine. Mais elle échoua. Humiliée et contrainte de ne pas rentrer les mains vides, elle prit une décision inattendue, attaquer la Jamaïque, une possession espagnole moins protégée, mais tout aussi précieuse. Et ce fut ainsi. Les troupes anglaises débarquèrent sur la côte sans rencontrer beaucoup de résistance. Les quelques soldats espagnols furent incapables d'enrayer l'avancée. Les colons s'enfuirent. Et quelques jours plus tard, le drapeau britannique fut hissé sur l'île. La Jamaïque était désormais anglaise. Mais la domination ne fut ni immédiate ni pacifique. Pendant des années, les Espagnols tentèrent de reconquérir l'île par des attaques venues de Cuba et d'autres colonies. Même certains colons espagnols encore présents se réfugièrent dans les montagnes et opposèrent une résistance aux côtés des esclaves en fuite. Cependant, les Anglais consolidèrent rapidement leur emprise. Pour ce faire, ils offrirent la liberté aux esclaves africains qui désertèrent les Espagnols et les rejoignirent. Nombre d'entre eux le firent. Cette décision marqua le début d'une relation unique entre les Britanniques et les Marrons, des Africains libres qui joueraient un rôle crucial pour l'avenir de la Jamaïque. Au fil du temps, l'Angleterre a réorganisé l'économie, construit des plantations, attiré de nouveaux colons et fait de la Jamaïque un élément clé de son empire des Caraïbes. Mais derrière cette expansion se cachait le même poison, l'esclavage. La chute de la domination espagnole ne signifiait pas l'arrivée de la liberté, mais plutôt le début d'un esclavage encore plus systématique et cruel, dirigé par un nouveau maître, la couronne britannique. La Jamaïque passa ainsi d'un empire à un autre. Les accents, les drapeaux, les églises changèrent, mais pas les chaînes. Et dans ce nouvel ordre, les Anglais apportèrent avec eux plus que des lois, ils apportèrent des navires. Des navires chargés d'êtres humains arrachés à l'Afrique, les pieds enchaînés et l'âme blessée. Ainsi commence le prochain chapitre de cette histoire, où l'île va se transformer en machine à sucre et en machine à douleur. Si cette histoire touche votre cœur, faites une pause d'1 seconde et vérifiez si vous êtes déjà abonné à la chaîne. Et si vous l'êtes déjà, je vous invite à partager cette vidéo avec quelqu'un d'autre. Parce que lorsque vous partagez, vous n'aidez pas seulement la chaîne, vous aidez davantage de personnes à connaître cette histoire oubliée, une histoire qui mérite d'être racontée, mémorisée et valorisée. Ensemble, nous pouvons faire en sorte que la voix de la Jamaïque porte beaucoup plus loin. 5. Les Marrons, la résistance noire dans les montagnes. Tandis que les colons britanniques s'efforçaient de transformer la Jamaïque en une gigantesque plantation sucrière, des milliers d'Africains furent arrachés à leurs terres et amenés sur l'île à bord de navires négriers. Chargés comme des cargaisons, les pieds entravés, beaucoup ne survécurent pas au voyage. Mais ceux qui arrivèrent connurent l'enfer. Des journées interminables sous un soleil de plomb, des châtiments brutaux à la moindre erreur, humiliation, violence, déracinement. Le système esclavagiste britannique était froid, méthodique et impitoyable. Mais tout le monde n'a pas cédé. Dès les premières années de la domination anglaise, certains esclaves s'échappèrent. Profitant des nuits, des tempêtes, de la moindre insouciance, ils s'enfuirent vers l'intérieur de l'île où la jungle était dense et les montagnes hautes. Là, ils fondèrent des communautés libres, loin du fouet et des chaînes. Ces hommes courageux étaient appelés cimarrones. Leur nom vient du terme espagnol cimarrón, qui désignait quelque chose de sauvage ou de rebelle, bien qu'en réalité, ils n'étaient pas des sauvages, c'étaient des survivants. Les Marrons bâtirent des villages cachés, cultivèrent leur propre nourriture et vécurent selon leurs propres lois. Ils apprirent à connaître chaque recoin de la forêt, chaque grotte, chaque ruisseau. Et de là, ils commencèrent une lutte silencieuse, mais puissante. Ce n'étaient pas des armées régulières. Au départ, ils n'avaient pas d'armes à feu, mais ils étaient invisibles, imprévisibles, imbattables. Ils utilisaient des tactiques de guérilla, des embuscades et des attaques éclairs. Et surtout, ils étaient intrépides. Au fil du temps, ces groupes se sont renforcés et des chefs légendaires ont émergé. Parmi eux, une figure se distingue particulièrement. Nani des Marrons.
Nani, une femme africaine devenue symbole national, était la stratège, la guide spirituelle et la chef militaire des Marrons de l'Est de la Jamaïque. Selon la légende, elle possédait des pouvoirs mystiques et pouvait dévier les balles. En réalité, sous son commandement, les Marrons résistèrent pendant des décennies et vainquirent des troupes britanniques bien mieux armées. La résistance des Marrons n'était pas un simple acte de rébellion. C'était un appel à la liberté, un acte d'affirmation humaine face à un système qui cherchait à les déshumaniser. Et ce fut si efficace qu'en 1739, après des années de guerre, les Britanniques furent contraints de négocier. Ils signèrent un traité avec les Marrons, reconnaissant leur autonomie et leur cédant des terres en échange de la paix. Il s'agissait d'un événement sans précédent dans les Caraïbes. Une communauté d'Africains libres avait vaincu l'Empire britannique sur son propre territoire. Les Marrons ont prouvé que même dans les circonstances les plus cruelles, la liberté n'est pas un rêve, mais un choix. Leur combat a non seulement marqué l'histoire jamaïcaine, mais a aussi inspiré les générations futures à ne jamais accepter les chaînes comme leur destin. Mais tandis que les Marrons respiraient librement dans les montagnes, dans les plaines, les plantations se développaient. Et avec elles, la souffrance de milliers de personnes restées en esclavage. Ainsi, tandis qu'une partie de l'île résistait, l'autre saignait. Le sucre commença à remplir les poches des Britanniques, en échange de vies humaines. 6. L'économie sucrière et la montée de l'esclavage. Tandis que les Marrons se réfugiaient dans les montagnes et défendaient leur liberté bec et ongles, un autre type d'empire s'élevait dans les basses terres de la Jamaïque, celui des plantations de canne à sucre. Au XVIIe et XVIIIe siècle, le sucre était le pétrole de son temps. Produit convoité et coûteux, convoité par les élites européennes, il transformait les colonies qui le produisaient en véritables mines d'or doux. Et la Jamaïque, avec son climat tropical, son sol fertile et sa proximité avec l'Atlantique, s'y prêtait parfaitement. C'est ainsi que l'île s'est transformée en une gigantesque usine sucrière à ciel ouvert. Les Britanniques commencèrent à importer des esclaves africains en grand nombre, non plus par centaines, mais par milliers, puis par dizaines de milliers. Hommes, femmes, enfants, tous séparés de leurs familles, de leurs terres, de leur langue. Embarqués de force sur des navires négriers, parqués comme du bétail et envoyés vers une destination dont beaucoup ne revinrent jamais, les plantations de canne à sucre. À leur arrivée, une routine brutale commença. De l'aube au crépuscule, sous un soleil brûlant, les esclaves coupaient la canne à sucre, portaient de lourdes charges et faisaient bouillir le jus de canne dans des chaudrons ardents. Les punitions étaient constantes. Un simple retard, une chute, un regard incorrect pouvait entraîner le fouet, la mutilation, voire la mort. La Jamaïque, à cette époque, possédait l'un des systèmes d'esclavage les plus cruels et les plus déshumanisants au monde. Et tout cela pour produire des tonnes de sucre qui seraient expédiées en Angleterre et en Europe, enrichissant les propriétaires terriens britanniques et alimentant un système économique soutenu par le sang. En 1800, plus de 90% de la population jamaïcaine était africaine ou d'origine africaine, mais ils n'avaient aucun droit, n'étaient pas considérés comme des citoyens, ni même comme des personnes. Ils étaient des biens. Ils n'étaient que des numéros dans le registre colonial. Pourtant, malgré la douleur et le joug, les esclaves ne sont pas restés passifs. Ils ont préservé secrètement leurs traditions africaines, leurs chants, leurs rituels, leurs langues. Dans l'obscurité de la nuit, ils ont entretenu la flamme de leur identité. La plantation était un lieu de souffrance, oui, mais aussi de résistance silencieuse. Et tandis que les Anglais comptaient les barils de sucre, les tambours africains continuaient de résonner au bord de la colline. C'était le souvenir qui refusait de mourir. Ce modèle de richesse fondé sur l'esclavage a soutenu l'économie jamaïcaine, mais il a aussi alimenté une situation de surchauffe, car un peuple opprimé si longtemps finit par exploser. 7. Révoltes et rébellions. L'esprit de liberté. Après des années de fouet, de chaînes et de longues journées sous le soleil dans les champs de canne à sucre, la rage commença à bouillonner dans leur cœur.
Quelle que soit la dureté de l'oppression, le désir de liberté trouve toujours un moyen de s'échapper. En Jamaïque, cette fracture s'est transformée en flamme. Au XVIIIe siècle, des révoltes d'esclaves commencèrent à secouer l'île comme un éclair. Certaines furent modestes, spontanées et rapidement éteintes. Mais d'autres grondaient comme le tonnerre. L'une des révoltes les plus choquantes fut la rébellion de Taki en 1760. Taki n'était pas un esclave comme les autres. Il avait été chef en Afrique avant d'être capturé. Il conserva son leadership, sa stratégie et sa fierté. Aux premières heures du dimanche de Pâques, tandis que les colons dormaient paisiblement, Taki et un groupe d'esclaves s'emparèrent d'un dépôt d'armes au nord de l'île. Ils tuèrent plusieurs contremaîtres et lancèrent une offensive sur les plantations. Leur cri était clair, la liberté ou la mort. Pendant des jours, les Britanniques furent incapables de les contenir. D'autres esclaves se joignirent même à la cause, et la rébellion se répandit comme une traînée de poudre. Des troupes armées, des chasseurs d'esclaves et même l'aide de marrons alliés aux Britanniques par des traités antérieurs furent nécessaires pour réprimer la rébellion. Taki fut finalement tué. Sa tête fut coupée et plantée dans un pieu en guise d'avertissement. Mais cela n'a pas servi à susciter la peur. Au contraire, son nom est entré dans la légende. Il a inspiré d'autres rébellions, d'autres chefs, d'autres tentatives. Depuis, l'histoire de la Jamaïque est jalonnée de foyers de résistance, d'émeutes, d'évasions massives. Tout indiquait que le système esclavagiste commençait à s'effondrer. À la fin du XVIIIe et au début du XIXe siècle, le monde commençait lui aussi à changer. En France, les droits de l'homme étaient proclamés. En Haïti, les esclaves se soulevaient et obtenaient leur indépendance. En Angleterre, le mouvement abolitionniste naissait, porté par des chrétiens, des intellectuels et des militants qui dénonçaient la brutalité de la traite négrière. La Jamaïque est devenue une poudrière. Les esclaves ne baissaient plus la tête aussi facilement. Ils savaient qu'en dehors de leur champ, un autre monde existait, un monde où les hommes n'étaient ni achetés ni vendus, et ils voulaient en faire partie. Chaque rébellion, chaque conspiration, chaque chant interdit dans la nuit était une nouvelle étincelle. Les colons le savaient, l'Empire le savait, et la peur commençait à se dissiper. La liberté n'était pas encore arrivée, mais l'avenir commençait à avoir une odeur différente. Et cet avenir se rapprochait de plus en plus. 1834, abolition de l'esclavage. Après des siècles de souffrance, de rébellion et de sacrifices, le système esclavagiste commença à s'effondrer. Non pas à cause de la volonté des propriétaires de plantations, ni de la générosité de l'Empire, mais à cause d'une pression croissante, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur de l'île. En Angleterre, l'opinion publique s'était retournée contre l'esclavage. Des groupes religieux, des intellectuels, des syndicats et des leaders humanitaires comme William Wilberforce luttèrent depuis le Parlement pour effacer cette tache morale de l'Empire. Les récits de brutalité dans les colonies, flagellations, mutilations, meurtres ne pouvaient plus être occultés. La conscience britannique s'éveillait lentement, mais s'éveillait. En Jamaïque, l'atmosphère commençait également à changer. De plus en plus d'esclaves apprenaient à lire. Beaucoup écoutaient des sermons chrétiens qui parlaient d'amour et de justice. Et les nouvelles de l'indépendance d'Haïti ou du mouvement abolitionniste traversèrent la mer. Et puis, enfin, l'année 1834 arriva. Le Parlement britannique adopta une loi historique, l'abolition officielle de l'esclavage dans tout l'Empire britannique. Mais ce n'était pas une liberté complète ou immédiate. La loi instaurait un système appelé apprentissage, selon lequel les anciens esclaves étaient tenus de continuer à travailler pendant plusieurs années, sans salaire réel et sous surveillance, comme apprentis auprès de leurs anciens maîtres. En théorie, cela visait à faciliter leur adaptation à la liberté. En pratique, c'était une façon déguisée de prolonger ce même contrôle. Les Jamaïcains ne tardèrent pas à s'en rendre compte. Manifestations, pétitions et pressions constantes forcèrent le gouvernement à abolir complètement le système d'apprentissage en 1838. Désormais,
Officiellement, les Africains et leurs descendants en Jamaïque étaient libres. Mais que signifie la liberté sans terre, sans éducation, sans maison, sans nourriture? Les anciens esclaves quittaient les plantations, mais sans connaître une vie digne. Ils n'étaient pas indemnisés. On ne leur donnait pas de terre. Ils devaient travailler comme fermiers, journaliers, souvent dans les plantations où ils avaient été esclaves. Sauf que maintenant, avec de bas salaires et sans réel pouvoir. Et les anciens propriétaires d'esclaves ont-ils été punis? Non. Ils ont été indemnisés financièrement pour la perte de leurs biens. Des millions de livres sterling ont été déversés du trésor britannique, non pas aux victimes, mais aux oppresseurs. Pourtant, quelque chose d'irréversible s'était produit. Le cycle avait été brisé. Les chaînes étaient tombées, et avec elles, l'identité d'un peuple réduit au silence depuis des générations commençait à renaître. La liberté n'était pas parfaite, mais c'était le premier pas. Et les Jamaïcains libres, bien que blessés, appauvris et exclus, ont commencé à reconstruire à partir des ruines. Une nouvelle ère s'ouvrait, une ère dans laquelle ils chercheraient des terres, une voie, des droits et surtout la dignité. Ressentez-vous la même chose que moi lorsque vous entendez cette histoire? Alors, faites quelque chose de simple mais puissant. Abonnez-vous à la chaîne et laissez votre j'aime sur cette vidéo. Avec ce petit geste, vous aiderez davantage de personnes à découvrir cette histoire profonde et transformatrice. Parce que des histoires comme celle de la Jamaïque ne devraient pas être oubliées. Elles devraient atteindre le monde entier. Merci de faire partie de cette mémoire collective. 9. Le 19e siècle. Pauvreté, migration et lutte pour la dignité. La liberté était arrivée sur le papier, mais la réalité était différente. Lorsque la fin définitive de l'esclavage fut proclamée en Jamaïque en 1838, des dizaines de milliers d'hommes et de femmes quittèrent les plantations avec le peu qu'ils possédaient, leur corps, leurs souvenirs et leur espoir. Ils rêvaient de leur propre terre, d'écoles pour leurs enfants, d'une vie sans fouet ni humiliation. Mais le monde qu'ils découvrirent n'était pas généreux. Les anciens propriétaires d'esclaves conservèrent les meilleures terres. Le système juridique continua de favoriser les Blancs. Les salaires étaient misérables. Les anciens esclaves, sans ressources ni accès au pouvoir, furent pris au piège d'une nouvelle forme d'oppression, la pauvreté structurelle. Ils vivaient dans des huttes de fortune, sur des terres louées, dépendant de la main-d'œuvre agricole dans des conditions précaires. Nombre d'entre eux s'endettaient simplement pour manger. Il n'y avait ni hôpitaux ni écoles dans leur communauté. Et même s'ils n'étaient plus esclaves, ils n'étaient pas encore totalement libres, mais ils n'ont pas abandonné. Tout au long du 19e siècle, de petits mouvements sociaux, des associations religieuses et des groupes paysans commencèrent à émerger. Des leaders populaires, dont beaucoup étaient des pasteurs chrétiens ou des éducateurs autodidactes, commencèrent à s'exprimer. L'un des moments les plus dramatiques fut le soulèvement de Morant Bay en 1865. À cette occasion, des centaines de Jamaïcains manifestèrent pour réclamer justice, terre et droits civiques. La manifestation fut brutalement réprimée. L'armée britannique tua plus de 400 personnes, dont beaucoup étaient désarmés. Le chef de la révolte, Paul Bogle, fut capturé et exécuté. Mais son nom resta gravé dans les mémoires. Il devint un symbole. La répression brutale a montré au monde que la Jamaïque n'était libre que de nom. Le combat pour la dignité ne faisait que commencer. Face aux opportunités limitées, de nombreux Jamaïcains ont commencé à chercher des alternatives au-delà de la mer. C'est ainsi qu'est né le phénomène de migration de masse. Des milliers d'hommes et de femmes ont quitté l'île à la recherche d'un emploi au Panama, à Cuba, au Costa Rica, puis aux États-Unis et en Angleterre. Certains ont participé à des projets ferroviaires, à la construction du canal de Panama ou à des plantations de bananes. Souvent, ils ont été confrontés au racisme, à l'exploitation et à la solitude. Mais ils ont envoyé de l'argent chez eux et ont gardé espoir. Parallèlement, la diversité culturelle de l'île s'est accrue.
Tout au long du 19e siècle, les Britanniques ont importé des travailleurs sous contrat d'Inde et de Chine pour remplacer en partie le travail des esclaves. Ces groupes, bien que confrontés à la discrimination, ont apporté de nouvelles religions, coutumes et saveurs qui sont devenues partie intégrante de la riche identité jamaïcaine. Ainsi, au milieu de la pauvreté, des migrations et du brassage, la Jamaïque a commencé à se transformer. Non pas par de grandes révolutions, mais par la lutte quotidienne de son peuple pour survivre, s'instruire, s'organiser, et surtout pour reconstruire la dignité qui lui avait été refusée pendant des siècles. La graine de la justice avait déjà été plantée, et très bientôt cela émergerait sous la forme d'une voix, sous la forme d'un leader. Parce que le XXe siècle allait apporter avec lui l'un des fils les plus puissants de l'histoire des Noirs, Marcus Garvey. Nos 10, Marcus Garvey est l'éveil de la fierté noire. À la fin du XIXe siècle, la Jamaïque souffrait encore. La liberté juridique ne s'était pas traduite par une véritable justice. Les opportunités étaient rares, l'éducation rare, et le racisme, bien que plus subtil, continuait de marquer profondément la société. La majorité des Jamaïcains noirs vivaient dans la pauvreté, sans terre, sans droit, sans représentation. C'est dans ce contexte, le 17 août 1887, qu'un garçon nommé Marcus Mosiah Garvey naquit à Sainte-Anne. Fils d'un humble imprimeur, il manifesta dès son plus jeune âge une soif insatiable de connaissances. Il lut tout ce qui lui tomba sous la main, histoire, politique, philosophie, et très jeune, il comprit une douloureuse vérité. Le monde méprisait les Noirs. Mais au lieu de se résigner, il a décidé de changer. Dans sa jeunesse, Garvey a voyagé à travers l'Amérique centrale, les Caraïbes, puis en Angleterre et aux États-Unis, où il a été confronté à la discrimination, à la pauvreté des Noirs et à l'hypocrisie des empires civilisés. Chaque expérience l'a marqué, chaque injustice l'a enflammé. Il fonda ensuite un mouvement qui allait changer l'histoire, l'Universal Negro Improvement Association, UNIA. Originaire de Harlem, à New York, ce mouvement se développa comme une flamme d'espoir dans le monde afro-descendant. Son message? Clair, puissant et révolutionnaire. Les Noirs devraient être fiers d'eux-mêmes, de leur histoire, de leur culture. Nous ne sommes pas inférieurs, nous sommes les héritiers de royaumes, de civilisations, de sagesse. L'Afrique aux Africains. Relève-toi, toi qui as été humilié. Regarde-toi dans le miroir et vois ta puissance. Garvey prônait un retour en Afrique, non seulement comme destination physique, mais aussi comme un retour au respect de soi, au contrôle économique et à la souveraineté culturelle. Il fonda des entreprises, des journaux, des banques et même une compagnie maritime, la Black Star Line, avec l'idée de relier les peuples noirs du monde. Sa silhouette est devenue un phare. En Jamaïque, il a inspiré des milliers de personnes qui ont entendu pour la première fois qu'être noir n'était pas une honte, mais une fierté ancestrale. Aux États-Unis, il a influencé des personnalités telles que Malcolm X et Martin Luther King Jr. En Afrique, il a été une source d'inspiration pour des dirigeants tels que Kwame Nkrumah au Ghana et Jomo Kenyatta au Kenya. Bien qu'il ait été persécuté, diffamé et emprisonné par des autorités qui craignaient son pouvoir, son message n'a pas disparu. Au contraire, il a prospéré. Marcus Garvey n'était pas seulement un homme politique, c'était un prophète social, un révolutionnaire d'idées, un bâtisseur d'identité. Son visage figure aujourd'hui sur les billets de banque jamaïcains. Son nom est gravé dans les rues. Et son écho résonne à chaque coin de rue où quelqu'un se lève et déclare « J'ai de la valeur. J'appartiens à une communauté. J'ai du pouvoir. » Garvey a allumé une flamme qui ne s'éteindrait jamais. Car après des siècles de chaînes, les Jamaïcains commençaient à relever la tête et à envisager l'avenir avec un regard neuf. Et cet avenir, plus proche que jamais, aurait un nom. L'indépendance. 11. Indépendance en 1962. La nation jamaïcaine est née. Le message de Marcus Garvey avait semé une graine profonde. Une graine qui a grandi dans le cœur de nombreux Jamaïcains, génération après génération.
L'idée que la Jamaïque pouvait et devait voler de ses propres ailes, qu'elle n'avait pas besoin de dirigeants britanniques, de rois lointains ou de décisions prises depuis Londres. Durant la première moitié du XXe siècle, l'île connut d'intenses transformations. Syndicats, partis politiques, associations paysannes et mouvements étudiants apparurent, tous œuvrant dans la même direction: autonomie, justice et souveraineté. En 1944, la Jamaïque obtint sa première constitution moderne, qui lui accordait une certaine autonomie. Ce fut un progrès. Des élections plus représentatives, une assemblée législative et une pression populaire croissante suivirent pour rompre le dernier lien qui unissait l'île à l'ancien empire britannique. Ce fil a été définitivement coupé le 6 août 1962. Ce jour-là, pour la première fois de son histoire, le drapeau britannique a été abaissé. Et à sa place, le drapeau noir, vert et or de la Jamaïque a été hissé avec fierté et larmes dans les yeux de milliers de personnes qui avaient attendu ce moment toute leur vie. Noir par la force du peuple, vert pour l'espoir et la fertilité de la terre. Dorado, pour le soleil qui ne cesse de briller sur l'île. La Jamaïque devient officiellement une nation indépendante au sein du Commonwealth britannique, avec son propre système parlementaire et son premier ministre, Alexander Bustamante. Mais au-delà des discours et des symboles, ce qui est né ce jour-là, c'est un nouveau rêve collectif. Les rues de Kingston ont été en liesse. Musique, danse, défilés et accolades entre inconnus ont fusé. Ce n'était pas seulement une célébration politique, c'était l'expression de siècles de lutte, trouvant enfin une fin digne et un nouveau départ. L'indépendance n'a pas été une baguette magique. Elle n'a pas immédiatement résolu la pauvreté, ni effacé les inégalités, ni les blessures coloniales. Mais elle a eu une signification immense. Les Jamaïcains pouvaient désormais décider de leur destin. Pour la première fois de son histoire, l'île n'était plus une possession étrangère, c'était une nation libre. Et comme toute jeune nation, elle a dû apprendre à marcher seule, à construire ses institutions, à renforcer sa culture, à résister aux défis du monde moderne. Les yeux des Caraïbes et du monde entier étaient tournés vers la Jamaïque. Et même si le chemin ne serait pas facile, une chose était sûre, l'histoire de cette île ne serait plus écrite par des conquérants ou des empires. À partir de 1962, ce sera écrit par les Jamaïcains eux-mêmes. 12. Les décennies difficiles. Crise, migration et politique intense. L'indépendance de 1962 avait suscité un enthousiasme débordant. Les rues de Kingston étaient couvertes de drapeaux. Les enfants apprenaient un nouvel hymne et les discours promettaient un avenir radieux. Mais bientôt, la réalité a mis ses rêves à rude épreuve. La Jamaïque, bien que libre, n'était pas encore forte. L'économie restait fragile, dépendante de matières premières comme le sucre, les bananes et plus tard la bauxite. Une grande partie des richesses restait concentrée entre les mains des élites blanches ou étrangères. Et la pauvreté, héritage de l'esclavage, persistait dans les bidonvilles, dans les campagnes et sur le visage de nombreux Jamaïcains qui parvenaient à peine à survivre. Dans les années 1970 et 1980, le pays a connu des troubles politiques et sociaux. Deux grands partis, le Parti travailliste jamaïcain, JLP, et le Parti national du peuple, PNP, ont pris le pouvoir. Mais au-delà de simples divergences idéologiques, leurs affrontements ont souvent dégénéré en bataille de rue. Sous l'administration PNP de Michael Manley, des réformes socialistes ont été mises en œuvre. Éducation gratuite, nationalisation, accès aux soins de santé, des mesures populaires parmi les pauvres, mais qui ont rencontré la résistance du secteur des affaires et des puissances étrangères, en particulier des États-Unis. Les tensions ont augmenté et avec elles, la violence. Les années 1970 et 1980 ont été marquées par une augmentation inquiétante des affrontements armés entre partisans des deux camps. Certains quartiers sont devenus des zones de guerre politique. Meurtres, émeutes et attentats ont eu lieu. La violence politique, conjuguée à l'essor du trafic de drogue, a laissé de profondes cicatrices.
Confrontés au chômage et à l'insécurité, de nombreux Jamaïcains ont décidé d'émigrer. Ainsi s'est ouvert un nouveau chapitre pour la diaspora jamaïcaine. Des milliers de personnes sont parties aux États-Unis, au Canada et en Angleterre en quête d'opportunités. Elles sont devenues médecins, enseignants, maçons, artistes. Et bien qu'elles aient quitté leur patrie, elles ont emporté avec elles leur culture, leur musique, leur accent, leur Jamaïque. Les communautés jamaïcaines de Londres, Toronto et New York se sont rapidement développées. Malgré le racisme et l'exclusion, nombre d'entre elles ont réussi à envoyer des fonds, à élever de nouvelles générations et à maintenir des liens avec leur pays d'origine. Pendant ce temps, sur l'île, les gouvernements peinaient à stabiliser leur situation, confrontés à une dette extérieure croissante, à l'inflation, au mécontentement social et à la pression du Fonds monétaire international. Chaque avancée économique semblait avoir un coût politique, et chaque tentative de réforme se heurtait à des obstacles hérités du passé colonial. Mais même au milieu du chaos, l'identité jamaïcaine s'est renforcée. Dans les quartiers les plus pauvres, les rêves continuaient, de nouvelles voix résonnaient à la radio, et les jeunes trouvaient du réconfort et de la force dans ce qui allait devenir l'âme même de l'île. Un rythme né du cœur du peuple, une musique qui parlait de souffrance, de lutte, d'unité, d'amour, reggae, et avec lui, un prophète viendrait. Si cette histoire vous touche, faites-la connaître encore plus loin. Partagez cette vidéo, donnez-lui un j'aime, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche de notification. Avec ce simple geste, vous aiderez davantage de personnes à découvrir cette histoire puissante, une histoire qui touche, enseigne et laisse une impression durable. Car se souvenir, c'est résister. Et partager, c'est rendre justice. 13. La révolution reggae et l'héritage de Bob Marley. Au milieu des tensions politiques, de la pauvreté croissante et des migrations massives des années 1970 et 1980, quelque chose d'inattendu a commencé à fleurir dans les cours poussiéreuses de Kingston, au coin de rues humbles des quartiers ouvriers et dans le cœur de ceux qui ne pouvaient plus trouver d'espoir dans des discours creux. La musique. Et pas n'importe quelle musique. C'était un rythme nouveau, rythmé, profond. Un rythme qui semblait naître de l'âme du peuple jamaïcain. C'était du reggae. Le reggae n'est pas né du jour au lendemain. Il est le fruit d'un mélange magique de sonorités africaines, de blues, de ska, de rocksteady et de l'écho des tambours de résistance. Mais au-delà de ces notes, ce qui a fait du reggae une force inébranlable, c'est son message. Le reggae n'était pas synonyme de luxe ou de fête superficielle. Il était synonyme de liberté, de justice, de dignité, d'amour et de résistance. C'était la voix des oubliés, la parole des humbles, le cri de paix d'une nation qui réclamait d'être entendue. Et au cœur de ce mouvement surgit un homme, un musicien, un prophète, Bob Marley, né en 1945 à 9 Mile, dans la campagne jamaïcaine, d'une paysanne noire et d'un soldat blanc. Bob Marley a grandi au milieu des contradictions, de la pauvreté et de la spiritualité. Dès son plus jeune âge, il a trouvé son expression dans la musique. Il n'a pas tardé à former son groupe, The Wailers, avec des chansons comme Get Up, Stand Up, Redemption Song, No Woman, No Cry et One Love. Bob Marley n'a pas seulement conquis la Jamaïque, il a conquis le monde. Mais Marley n'était pas seulement un chanteur, c'était un messager, un symbole, un chef spirituel du mouvement Rastafari, prêchant l'unité africaine, la justice divine et le retour aux sources. À une époque où la Jamaïque était divisée par la politique, il chantait l'unité et la paix. Dans un monde dominé par le racisme, il chantait la fierté et la libération. Dans une jeunesse sans avenir, il chantait l'espoir. Son impact fut si profond qu'il réunit même les deux dirigeants politiques rivaux de la Jamaïque, Michael Manley et Edward Seaga, sur scène, main dans la main devant des milliers de personnes, au plus fort des violences politiques. Ce fut un moment historique, le pouvoir de la musique surmontant la haine. Bob Marley a porté le drapeau jamaïcain aux quatre coins de la planète. Son visage, sa voix, ses dreadlocks, ses paroles sont devenus éternels.
Il est mort jeune en 1981 à seulement 36 ans, mais son héritage est immortel. Aujourd'hui, sa tombe à Nine Mile est un lieu de pèlerinage. Sa musique résonne encore aux quatre coins du monde. Et son message perdure dans chaque jeune qui élève la voix, dans chaque personne en difficulté, dans chaque cœur qui refuse de capituler. La révolution du reggae n'était pas seulement culturelle, elle était spirituelle, politique et identitaire. C'était la Jamaïque qui parlait au monde, et le monde l'écoutait avec son âme. Parce qu'après tout, comme l'a dit Marley, on peut enfermer un homme, mais on ne peut pas enfermer une chanson. L'émancipation vient de l'intérieur. Et ainsi, alors que les notes du reggae se répandaient à travers la planète, la Jamaïque se redécouvrait. Mais le chemin continuait, avec de nouveaux défis, de nouvelles décisions et un nouveau siècle à venir. 14. La Jamaïque aujourd'hui. Tourisme, défis et résilience. Quand le monde pense à la Jamaïque aujourd'hui, la première chose qui vient à l'esprit, ce sont des plages de sable blanc, des eaux cristallines, des montagnes verdoyantes, du reggae dans l'air et le rythme tranquille d'une île qui semble vivre au rythme de la musique. Et oui, tout cela est vrai. La Jamaïque est devenue l'une des destinations touristiques les plus prisées des Caraïbes. Chaque année, des millions de personnes se rendent à Negril, Montego Bay, Ocho Rios ou Port Antonio. Ils recherchent le soleil, la culture, la cuisine épicée, les fruits de mer frais, les cascades, les sentiers de randonnée et bien sûr, la mystique de Bob Marley, des Rastafari et de l'esprit jamaïcain. Le tourisme représente l'une des principales sources de revenus du pays. Hôtels, croisières, guides touristiques, artisans. Tous ces acteurs contribuent à une industrie qui a apporté la prospérité à de nombreuses personnes. Mais derrière le paradis de cartes postales, la réalité quotidienne est plus complexe. La Jamaïque continue de faire face à de profonds défis. L'un d'eux est la violence urbaine, notamment dans les quartiers les plus pauvres de Kingston et d'autres villes, où le trafic de drogue, la corruption et le manque d'opportunités ont semé l'insécurité. Les gangs armés, les inégalités structurelles et la lenteur du système judiciaire rendent la vie difficile à de nombreuses communautés. Un autre défi est l'économie qui, malgré sa croissance, dépend encore fortement du tourisme, de l'agriculture et des transferts de fonds des Jamaïcains vivant à l'étranger. Le chômage des jeunes est élevé et ces derniers ont souvent le sentiment de ne pas avoir d'avenir clair dans leur propre pays. Le système de santé a besoin d'être amélioré. Les infrastructures rurales se dégradent et l'éducation, malgré des progrès, souffre encore d'inégalités historiques. De plus, le changement climatique commence à menacer d'ouragans plus fréquents, d'érosion côtière et de dommages aux cultures. Mais si la Jamaïque a prouvé quelque chose tout au long de son histoire, c'est que son plus grand trésor ne réside pas dans son paysage, mais dans son peuple. La résilience du peuple jamaïcain est une leçon vivante. Malgré les obstacles, il ne cesse jamais de sourire, de chanter et de résister. Sur les marchés, dans les écoles, dans les hôpitaux, sur les terrains de sport, il y a une force invisible qui les maintient debout. Et en parlant de force, ces dernières années, la Jamaïque a également brillé en tant que puissance sportive, notamment en athlétisme. Des noms comme Usain Bolt, Shelly Ann Fraser-Price et d'autres sprinteurs ont porté le drapeau jamaïcain sur les podiums mondiaux, prouvant que cette petite île a le cœur d'un géant. Des avancées ont également été réalisées dans les domaines de la technologie, de l'entrepreneuriat, de l'écotourisme et de la culture contemporaine. De jeunes artistes, écrivains, cinéastes et militants construisent une nouvelle Jamaïque, plus moderne, plus inclusive, plus connectée au monde, sans pour autant perdre ses racines. La Jamaïque d'aujourd'hui est un mélange de fierté, d'histoire, de lutte, de rythme et de rêves inextinguibles. Parce que, comme le dit le proverbe populaire, « Nous aimons, mais nous aimons », nous sommes petits, mais puissants. 15. La Jamaïque au cœur du monde. La Jamaïque est une île, petite par la taille, entourée par la mer, isolée par la nature. Mais si l'on regarde au-delà de la carte, on découvre une vérité absente des manuels de géographie. La Jamaïque n'est pas isolée du monde.
Elle vit dans le monde. C'est en elle. Parce que cette île des Caraïbes, d'un peu moins de 3 millions d'habitants, a réussi quelque chose d'extraordinaire. Transcender sa taille, son histoire et ses difficultés, et devenir un symbole universel. Là où il y a une chanson reggae, il y a un morceau de Jamaïque. Là où vous voyez des dreadlocks rouges, verts et dorés, il y a un morceau de la Jamaïque. Partout où quelqu'un court sur une piste avec du feu dans les jambes et un sourire sur le visage, il y a un morceau de la Jamaïque. Partout où quelqu'un lutte contre l'injustice, chante pour la liberté, danse de tout son cœur ou sème la résistance, il y a un morceau de la Jamaïque. Parce que la Jamaïque n'est pas seulement un pays, c'est une énergie, une voix, un héritage, un reflet de la lutte. De Bob Marley à Usain Bolt, de Nanny des Marrons à Marcus Garvey, des plantations d'esclaves aux paroles conscientes du reggae, de la pauvreté à la fierté, de l'oppression à la dignité. La Jamaïque a parcouru l'un des chemins les plus difficiles de l'histoire des Caraïbes, mais il l'a fait avec l'âme haute, avec rythme, avec identité, avec un esprit invincible. Aujourd'hui, les Jamaïcains vivant à Londres, New York, Toronto, Panama ou Kingston n'ont pas oublié qui ils sont. Ils portent la Jamaïque dans leur langue, dans leurs recettes, dans leurs festivals, dans leurs églises, dans leurs chansons et dans leur mémoire collective. Et le monde, souvent sans le savoir, danse au rythme de la Jamaïque. Alors, si vous vous êtes déjà senti petit, si le monde vous a déjà fait penser que vous ne pouviez pas y arriver, que vous n'aviez pas de voix, que votre histoire n'avait pas d'importance, regardez la Jamaïque, écoutez son histoire et rappelez-vous ceci, il n'est pas nécessaire d'être grand pour laisser une trace dans le monde. Il suffit de courage, d'âme et de rythme. Parce que la Jamaïque, cette île pleine de soleil, de tambours et de cicatrices, ce n'est pas juste un point sur la carte. C'est un battement de cœur éternel. La Jamaïque n'est pas seulement une île. C'est une leçon vivante, une terre volée, vendue, réduite au silence, mais qui n'a jamais cessé de chanter, de résister et de rêver. Et si vous aussi vous avez senti que le monde vous tournait le dos, que votre histoire a été ignorée, que la lutte vous submerge, regardez la Jamaïque, parce que sa force est dans son âme. Et sa victoire fut de ne jamais cesser de croire. La solution n'est pas d'oublier le passé, il s'agit de l'honorer, de l'apprendre et de s'élever à nouveau. Maintenant que vous êtes arrivé jusqu'ici, je veux savoir quelque chose de très important. Qu'as-tu pensé de cette histoire ? Donnez votre avis dans les commentaires. Que ce soit une citation ou un sentiment, ta voix fait aussi partie de cette mémoire. Et avec ce simple acte, vous aiderez cette vidéo à atteindre plus de personnes pour connecter plus de cœurs et pour que davantage de voix rejoignent cette communauté. N'oubliez pas de laisser votre like et de vous abonner si vous ne l'avez pas déjà fait. Merci de faire partie de cette histoire.